Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Salon Nautique de Paris, porte de Versailles, transformé en un immense port de plaisance avec plus de 1000 embarcations. France 3 Bretagne et Pays de la Loire vous propose une émission exceptionnelle sur la filière nautique, une économie importante pour nos deux régions qui concentre la majorité des entreprises de ce secteur, une production très diversifiée. La preuve, je suis sur le plus gros bateau exposé sur ce Salon Nautique, un bateau du groupe Beneteau qui mesure 20 mètres de long, qui coûte 1 800 000 €. Rien, mais rien à voir avec le bateau sur lequel vous vous trouvez, Isabelle Rettig. Bonjour à tous, bonjour Christine. Et oui, vous le voyez, moi je n'ai pas vos goûts de luxe puisque je suis à bord de l'un des plus petits bateaux de ce nautique, en l'occurrence un bateau tout en bois, le Lascar du Toulru, copie d'un voilier traditionnel de la région de Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique. Et ce bateau, il a été construit à l'atelier de la Gazelle des Sables qui se trouve à Chaux-de-Fonds-sur-Layon dans le Maine-et-Loire, un chantier spécialisé justement dans la fabrication de ces petits voiliers traditionnels. Et ce chantier, il fait partie des entreprises qui font la fierté de nos deux régions. Je vais essayer de vous en faire découvrir tout au long de cette émission et vous verrez qu'en Bretagne comme au Pays de la Loire, ces entreprises, elles ne manquent pas d'idées. Allez, c'est parti. Avec ou sans trottinette, Isabelle, on va vous retrouver tout au long de cette émission, vous et puis nos invités, pour parler de la filière, du marché, des clients, des innovations. On va aussi vous faire découvrir ce salon nautique. On commence tout de suite avec des paroles de visiteurs. Je suis breton habitant à Paris et c'est une étape essentielle pour nous depuis qu'on est tout petit. On vient pas. J'ai la famille qui bosse aussi dans le milieu, donc c'est quelque chose de complètement naturel pour nous. Vous voulez quoi, un bateau qui va vite ? Non, pas forcément. Un bateau convivial qui nous permette d'avoir des journées sympas sur l'eau. Donc voilà. Un bateau breton, français ? Français. Voilà, puisqu'avec un 10 mètres 50, vous avez la possibilité de faire le tour du monde. Je ne dirais pas à moindre coût parce que ça reste quand même assez élevé, mais voilà. Et votre ambition, c'est le tour du monde ? Peut-être pas le tour du monde parce que je ne me vois pas trop rentrer du Pacifique par le golfe d'Aden, mais aller faire un tour dans le Pacifique, oui. Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, moi des souvenirs d'enfance. Des voiliers tout autour de nous et deux invités pour évoquer la santé, la bonne santé du marché de la plaisance et des ports de plaisance. Yves Lioncan, bonjour, vous êtes le président de la Fédération des industries nautiques. Et Emmanuel Jahan, vous êtes le directeur des ports de plaisance à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Avec vous, on va faire un état des lieux de ce marché. Auparavant, je vous propose de regarder, de faire le point sur ce que pèsent les industries nautiques dans nos deux régions. On voit ça en images. Yves Lioncan, on voit la prépondérance d'un groupe comme Beneteau. D'ailleurs, si dans ce hall 1, on le voit bien, 70% des bateaux, des voiliers qui sont exposés sont des bateaux du groupe Beneteau. Dans le nautisme en France, il y a Beneteau et le reste. D'abord, je pense qu'il faut dire que dans le monde du nautisme, la France occupe une place privilégiée parce que l'industrie française est leader mondial du monocoque, du multicoque. Et donc, ce n'est pas absolument anormal qu'à Paris, il y ait une prépondérance de l'offre française. Après, c'est vrai que le groupe Beneteau a développé à travers ses marques Beneteau, Jeannot, Lagoon, CNB, des produits d'exception.
Mais c'est vrai aussi que ce marché est fait de telle sorte que qui a une belle idée, un beau tempérament, beaucoup d'ardeur, peut arriver à créer de très beaux parcours d'entreprise. Oui, parce qu'à côté de Beneteau, 85% des entreprises sont des PME et des TPE de moins de 10 salariés. Voilà, alors ça laisse la chance à l'agilité, au talent, à la réussite personnelle aussi. Et donc on a à nos côtés des entreprises moyennes, des entreprises qui vont être de 10, 20, 30 salariés, parfois des groupes un peu plus importants. Est-ce que ça n'a pas ses limites malgré tout? Vos entreprises, elles travaillent beaucoup à l'international, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour travailler à l'international, est-ce qu'on est taillé quand on est une entreprise de 2 ou 3 salariés? Notre monde, celui de l'industrie nautique, en fait, est fait de 2 grands espaces différents. Il y a des grands produits qui sont des produits internationaux. Et puis, il y a ce qu'on appelle des produits de niche, qui sont plus des produits régionaux, qui sont plus des produits parfois même de bassins de navigation. On a sur certains bassins français, le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon, des bateaux spécifiques qui ont été développés, créés et qui sont produits pour ces bassins. Donc, quelque part, notre monde est à la fois fait d'acteurs mondiaux, dont le groupe Beneteau, et en même temps d'acteurs très locaux. Et finalement, ils coexistent avec une certaine harmonie, parce que le groupe Beneteau ne sera jamais capable de produire dans ces conditions un bateau adapté au bassin d'Arcachon. Et par contre, il peut être présent en Asie, aux États-Unis et partout dans le monde. Vous les voyez, ces bateaux coexister dans les ports de plaisance, Emmanuel Jahan? Oui, tout à fait, puisque tous les clients dont vient de parler M. Lyon-Camp, tous les chantiers sont représentés dans les ports de plaisance. Alors après, de manière différente selon les régions et le type de port surtout. Ce qui est sûr, c'est que ces entreprises, elles sont souvent récompensées. C'est le cas de l'entreprise des chantiers Structure que nous fait découvrir Isabelle Rettig. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go. Et oui, le chantier Structure qui est installé à Combry dans le Finistère et qui emploie 70 personnes. Et bien ce chantier, il s'est fait une belle réputation avec la série des Pogo, des petits monocoques de croisière rapide comme le Pogo 3, bien connu des participants de la Mini Transat, ou encore le Pogo 36 qui a été élu en 2017 voilier européen de l'année. Et pour nous en parler, eh bien, c'est Paul Bourrela qui est là. Bonjour Paul. Alors Bonjour. C'est votre père, Christian, qui dirige le chantier. J'imagine que ces récompenses, ça a boosté les commandes, notamment ce titre de voilier européen de l'année. Oui, tout à fait. On a eu 50 commandes cette année et du coup, ça nous a permis d'embaucher 10 personnes pour renforcer la production. Qu'est-ce qui fait le succès du Pogo ? Tout simplement, c'est un bateau fun, facile et confortable. C'est ce que les gens recherchent. Alors, cette année, pour le nautique, vous nous sortez un nouveau bateau sur lequel on se trouve. Il s'agit du Loxo 32. C'est un bateau à moteur. On ne vous attendait pas forcément sur ce créneau-là. Pourquoi un bateau à moteur ? Tout simplement parce que nous, notre souci, ça a toujours été la performance. Et pour nous, la performance en bateau à moteur, ce serait de consommer peu. Et personne ne s'en souciait a priori pour l'instant. Donc on a décidé de développer un bateau léger et avec une carène adaptée à des vitesses de croisière de 12 nœuds environ. Écoutez, bon salon, bon succès. Merci beaucoup, Paul. Merci. Et aujourd'hui, la production française, Yves Lyon-Camp, c'est d'abord du bateau à moteur? Parce qu'ici, on voit que des voiliers, mais en fait, on produit surtout du bateau à moteur. Disons que la production française, elle est un peu singulière dans le monde, parce que justement, comme il y a une prépondérance, un leadership français dans la voile, monocoque et multicoque, la production française reste assez équilibrée. Et je dirais qu'on peut compter jusqu'à 35-40% de voiliers dans la production française, alors que le marché, les clients, représente probablement de l'ordre de 10 à 20% selon les pays. Donc la France est un peu atypique. Il y a des industries, il y a des pays dans lesquels il n'y a plus, en termes d'industrie nautique, que de l'industrie du bateau à moteur. Nous sommes devenus les champions de la voile. Et en même temps, on a pris une belle place maintenant dans le monde du bateau à moteur. Dans les ports de plaisance, Emmanuel Jahan, on trouve quoi? Plutôt du bateau à moteur ou du voilier?
Encore une fois, tout dépend du type de port, mais on a quand même une tendance depuis 5 à 8 ans à avoir une croissance de la part des bateaux à moteur par rapport aux voiliers. Et par contre, on a encore des ports de plaisance, je prends par exemple Piriac-sur-Mer, où on a encore 60% de voiliers, parce que ça correspond à l'ADN et à la culture de la navigation du site en question. Alors la voile a eu un creux de vague dans les années 2008-2009, une grosse crise. Dans le groupe Beneteau, on s'est séparé de plus de 2000 salariés. Aujourd'hui, c'est terminé ? Disons que le nautisme sort la tête de l'eau. Le nautisme, nous vivons une période de reprise, une période favorable, une période d'embellie. Elle a commencé aux États-Unis il y a à peu près 4 ans. Elle s'est petit à petit propagée sur l'ensemble de l'Europe et elle a touché la France l'an dernier. En 2017, les immatriculations de bateaux neufs en France ont repris leur marche en avant. On a eu une croissance de 11% des immatriculations de bateaux neufs. Et cette année, je pense que nous sommes partis pour une trajectoire positive aussi à 2 chiffres. Donc on peut dire que c'est la croissance, c'est le retour de la croissance. On peut dire que c'est le retour de la croissance et donc des bons problèmes. Ça veut dire quoi les bons problèmes ? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs de l'industrie, les constructeurs, les équipementiers, les motoristes vivent des tensions sur leurs organisations productives, donc des tensions en termes de main-d'œuvre. La filière industrielle nautique française recrute. Elle recrute aujourd'hui 1000 salariés pour l'ensemble de son secteur, ce qui représente 10% des effectifs français. Là, je parle du cœur industriel. Elle rencontre des problèmes évidemment d'approvisionnement dans certains domaines. Donc il y a une tension et les carnets de commandes sont plutôt favorablement orientés. Mais quand les carnets de commandes sont aussi trop chargés, les clients voient leur date de livraison trop lointaine. Plus lointaine. Donc, alors les carnets de commandes, ils sont tellement plein que, vous l'avez dit, vous cherchez de la main-d'œuvre et des entreprises ont bien du mal à la trouver, cette main-d'œuvre. C'est le constat qu'ont pu faire Élodie Soulard et Damien Ravelot sur des chantiers nautiques en Bretagne et en Pays de la Loire. Spécialisé dans le catamaran haut de gamme, le chantier Privilège Marine a le vent en poupe. Cette entreprise compte aujourd'hui 80 salariés et 30 intérimaires. Son objectif, doubler sa production, c'est-à-dire passer de 10 à 19 bateaux dès l'an prochain. Mais ça coince, faute de personnel. C'est un impératif de trouver des gens pour pouvoir faire notre production au mieux et dans les délais qu'on s'est fixés. Notre objectif sur l'année prochaine, c'est une livraison, notamment pour le série 5, sur 5 semaines, qu'on doit réduire chaque année d'1 semaine, pour arriver aux alentours de 3 semaines dans 2 ans. Devant la difficulté de recruter du personnel, l'entreprise a décidé de former directement les candidats sur site, une première pour le chantier Sablé. Alors au mois de janvier, on va accueillir donc 20 stagiaires à peu près, qu'on va dispatcher sur différents postes de travail. Par exemple, on peut confier à cette jeune dame un stagiaire qui va faire du drapage. Mais il y aura toujours le formateur du Greta qui sera là pour donner les directives, pour donner les méthodes, pour suivre la personne et la former sur le site et sur la pièce. En Bretagne, il y a tout un tissu de chantiers artisanaux, comme celui du Guip dans le Finistère. Ici, on est passé de 20 charpentiers de marine à 30 en 2 mois. Les carnets de commandes sont pleins pour 2 ans, mais pas facile aussi pour ce chantier de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Notre travail, comme vous pouvez le voir, est un travail de qualité. Il faut du temps pour faire les choses, il ne faut pas être à la course. Donc il a fallu embaucher. Et l'embauche, il faut trouver de l'encadrement, il faut être capable d'accompagner les jeunes qui évidemment découvrent la culture de l'entreprise et aussi vont continuer à se former au chantier. Il y a toujours quelqu'un qui a de l'expérience, qui encadre des jeunes. De toute façon, notre travail est d'équipe, on fait très peu de choses tout seul. Pour Beneteau, numéro 2 mondial du nautisme, les ventes pour l'année à venir s'annoncent exceptionnelles. Les usines tournent à plein régime, comme ici en Vendée. Et malgré la titularisation d'intérimaires, la main-d'œuvre manque encore. J'ai fait en tout 2 ans et demi d'intérim. Et je suis revenue ici il y a 1 an et au bout de 8 mois, j'ai eu un CDI. Et aujourd'hui, je fais aussi des formations donc en tant que projeteur-mouleur. Par la suite, je peux être aussi amenée à être meneuse d'équipe. Pour faire face à cette pénurie, le groupe Beneteau vient de lancer un vaste plan de recrutement national. 500 emplois en CDI, dont 350 concernent les Pays de la Loire.
Des postes à pourvoir immédiatement. On ne peut pas, quand on a des volumes comme ça aussi importants, recruter que des personnes expérimentées. Donc on fait appel à des personnes qui n'ont pas obligatoirement d'expérience dans le milieu du nautisme et que l'on forme grâce à notre centre de formation, notamment sur les 2 métiers principaux. D'un côté le moulage, donc avec tous les métiers du polyester, et puis de l'autre l'assemblage avec les métiers du bois, mais aussi les métiers de l'électronique. Beneteau poursuivra son opération de recrutement pendant toute la durée du Salon nautique à Paris. L'industrie nautique manque donc de bras pour construire des bateaux comme celui-ci. Yves Liancan, ça vient d'où ce problème de main-d'œuvre? Ça s'explique comment? Il y a 2 sujets différents. Il y a un sujet générationnel, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs et d'opérateurs qui partent en retraite ces années, qui sont nés juste au début des années 50. Et puis on a un deuxième sujet qui est celui de l'augmentation des cadences, des rythmes de productivité et de la production, puisque le marché est là et que donc il faut satisfaire les clients. Donc les 2 réunis, ajoutés au fait que les métiers eux-mêmes exigent des qualifications plus pointues, qu'il faut donc des filières de formation qui alimentent derrière des filières de recrutement, des développements adaptés. Il y a un et il y a un problème de formation? Et il y a un problème de formation entre l'école et vos entreprises? Oui, les liens entre l'école et l'entreprise, qui est un sujet banal, mais qui est un sujet central, font qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ignorent, ne sont pas attirés par les métiers de l'industrie, à tort, parce que y trouvent leur plaisir. Moi, je suis toujours frappé de ce que toutes les enquêtes qu'on fait auprès des personnes qui sont recrutées dans les 3 années qui suivent leur embauche, sont des gens qui sont extrêmement épanouis, heureux. Il n'y a pas un problème de salaire? Les salaires sont peut-être trop faibles, les conditions de travail difficiles dans la résine, dans des odeurs, le vernis. Pas facile, l'industrie nautique. Non, parce que je pense que oui, c'est des métiers exigeants. Mais en contrepartie, il y a le plaisir de participer à la création d'un objet magnifique. Ça suffit? C'est important. Pour ceux qui en sont privés, je suis sûr que c'est important. Et donc, je pense pour ceux qui l'ont, c'est une grande chance. Emmanuel Jaron, vous êtes confronté, vous aussi, à ces problèmes de main-d'œuvre dans les industries de services, dans les entreprises de services, dans les ports? Pas de la même manière, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Nous, on est sur des entreprises de services, des petites entreprises. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de formation dédiée déjà. Par exemple, aujourd'hui, pour être agent de port de plaisance ou responsable de port de plaisance, il n'y a aucune formation en France. Donc on a tendance quand même à recruter des marins que l'on forme. On essaye d'avoir des profils à l'ADN nautique. Et puis après, c'est de la formation. Et je pense que les petits chantiers d'entretien et réparation, c'est la même chose pour eux. Les clients aujourd'hui de ces bateaux, c'est qui? C'est le client, c'est quelqu'un d'aisé, d'expérimenté? C'est toujours ce profil-là ou pas? Alors le profil de l'acquéreur d'un 50 pieds, d'un voilier de 50 pieds, oui, il n'a pas tellement changé. Disons, c'est un... D'abord, 50 pieds, ça représente quoi? C'est un bateau comme celui-ci? Oui, c'est un bateau comme celui-ci. Donc ça veut dire que c'est d'abord quelqu'un qui espère et parfois a un peu de temps libre pour naviguer. Donc c'est plutôt quand même quelqu'un qui a une vie professionnelle moins exigeante et moins tendue que les jeunes générations, disons. Ensuite, c'est vrai que c'est un investissement qui est assez conséquent. Donc il faut avoir déjà satisfait les besoins essentiels de sa vie. Et il y a d'autres profils? Alors il y a des profils complètement différents. Moi je suis très frappé de ce que aujourd'hui dans les petits bateaux, il y a vraiment des primo-accédants qui viennent, qui découvrent les formules de location de diverses formes, que ce soit la location classique, la location à la journée, l'appartenance à un boat club ou d'autres formes encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est davantage consommateur que propriétaire. C'est ce que vous voyez dans les ports, Emmanuel Jaron? Alors, c'est surtout que les profils se diversifient en fait. On avait historiquement, c'est vrai, le passionné qui passait à la majorité de ses vacances sur son bateau. On a aujourd'hui toujours ce profil-là, mais on a aussi des nouveaux profils qui arrivent avec des consommations beaucoup plus, peut-être aussi nombreuses, voire plus nombreuses dans l'année, mais beaucoup plus courtes dans le temps. On sort 2 heures, 3 heures en mer. On est aussi globalement moins marin, nous c'est ce qu'on observe au quotidien. Donc c'est pour ça toutes les entreprises de services et les ports commencent à innover sur le marché et à mettre des nouvelles offres. On va parler des ports de demain, à quoi ils vont ressembler. Auparavant, je vous propose de faire un point en chiffres sur nos ports de plaisance en Bretagne
et en Pays de la Loire. On voit ça en images. Et parmi ces ports, il y a celui des Sables d'Olonne, dont le nom est désormais associé au Vendée Globe. Isabelle Rettig, vous êtes sur le stand des Sables d'Olonne qui aujourd'hui a des allures bien exotiques. Et oui Christine, le stand des Sables d'Olonne qui a pris un petit air de Tahiti. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en mai 2018, les Sables vont accueillir la 8e édition de la Vendée Va'a. C'est l'une des plus importantes courses de pirogues tahitiennes en Europe avec 200 rameurs. Et ce sera l'un des temps forts de l'année 2018 avec le départ le 1er juillet prochain de la Golden Globe Race, une course à l'ancienne en solitaire autour du monde où se sont déjà inscrits 24 skippers. Mais vous le savez, les Sables, c'est d'abord la ville du Vendée Globe puisque tous les 4 ans, eh bien, elle accueille le départ et l'arrivée de la plus célèbre des courses en solitaire autour du monde. Et l'an passé, eh bien, l'événement a attiré 2 250 000 personnes. C'est 25% de plus qu'en 2012-2013. Alors ça, c'est bon pour la ville, bien sûr, mais c'est bon aussi pour le port Olona, qui est le premier port de plaisance en Vendée. Et outre les bateaux de course, eh bien, il accueille 1500 bateaux à l'année. C'est un peu une petite ville dans la ville avec des commerces, des restaurants et des entreprises. Il faut savoir qu'au Sables d'Olonne, il y a 70 entreprises spécialisées dans le nautisme. C'est le 2e secteur économique après le tourisme. Oui, c'est très exotique dans le port des Sables d'Olonne en ce moment, Isabelle. Emmanuel Géant, les listes d'attente pour avoir une place, un anneau dans un port, elles ont fondu ces dernières années. Pour quelles raisons ? Alors, je ne dirais pas qu'elles ont fondu, en tous les cas, pas partout. Il y a une segmentation qui s'est faite entre les ports les plus attractifs et les moins attractifs. Et par contre, nous, on a connu ça avec quelques années de retard par rapport, on va dire, à la filière production. Les raisons, c'est tout simplement lié à la baisse du marché global français qu'on a vu depuis 2008. Mais là, la baisse est stabilisée, on va dire. Donc voilà. ça va Nous, revenir, on suit globalement il va y avoir à nouveau besoin de place dans les ports ? Ah oui, il y en a toujours besoin. Il y a quand même beaucoup de ports de plaisance qui ont encore des listes d'attente assez longues. Oui, il y en aura toujours besoin. Oui. Un port de plaisance, c'est combien d'emplois directs et indirects, puisque ça draine toute une économie autour du port ? Alors, on a l'habitude de dire qu'en termes d'emploi, un port de plaisance, c'est 10 emplois pour 100 places de port. Puisque bien évidemment, les bateaux sont dans les ports, mais il faut du monde pour déjà construire, acheter et entretenir ces bateaux, et puis tout l'accastillage qui va avec. En tout cas, il y a de nouveaux services, on va le voir, qui se mettent en place dans les ports, de l'accompagnement, de la formation. C'est ce que propose notamment le port de Lorient avec son boat club. C'est un reportage d'Isabelle Rettig et de Karine Andouche. C'est une belle journée pour naviguer. Bonjour. Alors Grégory et Philippe ont décidé de profiter des avantages que leur offre le Brest Boat Club de Lorient, dont ils sont membres depuis quelques mois. Alors du coup, le BMA. Le BMA, parfait. Et le Cap Canara. Très bien. Ça marche. Très bien. Moi, je suis un ancien plaisancier qui n'a pas mis les pieds sur un bateau à voile depuis plus de 15 ans. Et donc, le système qui est proposé par le Brest Boat Club permet justement de retrouver un petit peu ces marques, de réapprendre un peu, de redécouvrir et de partir en toute sécurité. Car outre la mise à disposition d'une petite flotte composée de 5 bateaux à moteur et d'un voilier, le Brest Boat Club offre aussi des séances de coaching à ses membres. L'interrupteur pour allumer les instruments électroniques. Donc le bateau est équipé d'un sondeur avec carte, une radio. Un service mis en place depuis le mois de mai par le port de Lorient et encore unique en Bretagne. Il y en a qui ont le permis, qui n'ont pas pratiqué depuis qu'ils ont le permis jusqu'à ce jour où ils prennent en main un bateau. Ça peut être de l'ordre de quelques mois à plusieurs années. Donc nous, notre rôle, c'est de les mettre en confiance, de leur montrer les subtilités du bateau et ensuite de les accompagner sur l'eau pour qu'ils soient ensuite autonomes. Voilà, faites une manœuvre franche en arrière. Et là, vous pouvez partir en avant, franchement, en mettant des gaz. Une fois le bateau bien en main, les 2 plaisanciers peuvent se faire plaisir sous le regard vigilant de leur coach. Dans la rade de Lorient, il faut faire attention, on a beaucoup de trafic. On a le courrier de Groix, on a les bateaux de commerce, les bateaux transrad. Donc on essaye de bien tenir sa route, tenir son cap. On croise toujours à droite et on essaye de bien adapter sa vitesse par rapport au trafic.
C'est une bonne séance de coaching sur un bateau que je n'imaginais pas prendre au départ. Moi j'étais plutôt branché voilier, mais du coup de temps en temps j'imagine que je pourrais tout à fait réserver ce bateau et m'en servir. Pour Grégory, titulaire d'un permis bateau depuis 2 ans seulement et qui vient de s'installer à Lorient, la formule proposée par le Brest Boat Club est idéale. C'est beaucoup plus simple de louer plutôt que d'avoir un bateau, d'en être propriétaire et d'avoir toutes les contraintes, sécurité, carénage à avoir à effectuer de manière individuelle. Pour être membre du Brest Boat Club, il faut tout de même débourser entre 1 300 et 5 100 € à l'année selon la formule choisie. S'il n'existe qu'un seul boat club en Bretagne pour l'instant, l'idée devrait faire des émules dans les années à venir. On le voit, les ports sont obligés de s'adapter. Emmanuel Jahan, j'ai lu que vous disiez que vous êtes passé de gestionnaire de port à prestataire de service. Ça veut dire quoi ? Alors on est en cours de changer de métier et passer à être prestataire de service. Ça veut dire que nos clients demandent de plus en plus de services associés à la place de port. C'est-à-dire on peut prendre par exemple tout l'aspect conciergerie. Demain, nos clients voudront peut-être qu'on leur livre leurs courses, leur ravitaillement à bord. Peut-être qu'on vérifie que leur moteur démarre bien avant qu'ils viennent sur leur bateau, de façon à ne pas perdre de temps. Globalement, il faut leur simplifier la vie. Voilà, globalement, quand on interroge nos clients, ils nous disent que le port, c'est l'espace où on gère la logistique pour aller prendre du plaisir en mer. Et les nouvelles générations de clients qui arrivent, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont moins en moins envie de gérer la logistique. Donc il faut qu'il y ait des prestataires de services pour gérer cette logistique, de façon à ce qu'ils aillent rapidement prendre du plaisir en mer. Finalement, est-ce qu'il y aura encore besoin d'un port demain, Yves Lioncan ? Oui, sans aucun doute. Je pense qu'il y a besoin de ports, il y a besoin d'extension portuaire dans certaines zones. Je pense qu'il y a des enjeux d'extension et en particulier de reconversion de friches portuaires industrielles. Et je pense que la plaisance apporte sur certains territoires une richesse et un développement qui, à défaut de sa contribution, serait probablement en grave difficulté. Et ces nouveaux services, potentiellement, vous dites que c'est une nouvelle économie pour vous ? Oui, clairement. Clairement, le monde de demain sera un peu différent du monde d'aujourd'hui et il y aura des prestataires de services nouveaux. Il y aura une partie de nos clients qui ne seront plus que des usagers de services par opposition à ceux qui étaient des propriétaires ou des simples, on va dire, navigateurs ou loueurs ou locataires. Donc il y aura simplement des gens qui allont consommer, oui. Non, on va suivre ces évolutions de très très près. Je vous remercie, messieurs, de nous avoir éclairés sur la filière, ses marchés, ses clients. À présent, nous allons nous intéresser de plus près à la recherche et à l'innovation avec 2 nouveaux invités, un architecte naval et un skipper. Juste avant, on va retrouver Isabelle Rettig sur un nouveau bateau, un bateau très performant dont on va beaucoup parler à l'avenir. Et oui, ce bateau, c'est le Figaro 3 qui va succéder au Figaro 2 lors de la saison Figaro 2019. Bonjour Gianguido Girotti. Bonjour. Alors c'est vrai que la maquette de ce bateau, elle a été présentée l'an dernier au Nautique et puis cette fois-ci, il est là cette année. Pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas, quelles sont ses particularités à ce bateau ? La première particularité en absolu, c'est que c'est le premier bateau monotype One Design, donc avec des foils au monde. Donc c'est et des très foils particulier. Un peu particuliers aussi. Ce sont des foils très particulières parce que les Figaro, la course au large du Figaro, c'est une course justement en monotypie avec des skippers en solitaire qui naviguent et font des parcours figés par l'organisation. Et donc par rapport à un IMOCA 60, que c'est les bateaux avec des foils, on peut dire comme ça, les dispositifs Figaro, il a besoin d'être un peu plus all-round. Donc il fait du près et du portant par rapport à un IMOCA qui navigue pas mal et très souvent au portant, que c'est quand même différent au niveau des besoins. Alors le gros de la production, je crois, ce sera en 2018 ? Oui, exactement. La construction s'est déjà débutée. Hier, on a collé coque-pont du bateau numéro 1, parce que c'est là qu'on touche, c'est le prototype. Donc c'était quoi un prototype ? C'était déjà le résultat d'un accord entre Beneteau et la classe pour créer un prototype, tester, valider tout, la fonctionnalité, les stress tests, comme on s'appelle, pour casser tout ce qui est possible à casser, pour créer un produit qui va durer pour les prochaines dizaines d'années et sur lequel on va construire justement les 50 bateaux.
50 bateaux, c'est un objectif très, très engageant parce qu'on fait un bateau toutes les semaines. Alors ce bateau, il sera construit à Nantes, il est important de le dire, où vous venez de lancer votre nouveau pôle de compétition en fait. Oui, c'est ça ça s'appelle Beneteau Group Racing Division. On est très fiers parce qu'on a démarré justement l'année dernière quand on a commencé le projet. Et aujourd'hui, on a une usine en pleine activité qui démarre un bateau toutes les semaines. Et tous les bateaux, ils ont les mêmes poids, les mêmes respect des règles, de la jauge. Donc c'est un gros travail. Merci beaucoup Gian Guido Girotti. Je précise juste donc que la saison 2018 du Figaro, elle va s'achever avec les Figaro 2 qui laisseront la place au Figaro 3 en 2019. Une arrivée cette année à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tout un symbole. Merci beaucoup. Merci. On a quitté l'univers du monocoque pour celui du catamaran pour parler du bateau de demain. À quoi va-t-il ressembler ? Eh bien, ce sera d'abord un bateau plus rapide. On va beaucoup parler de ses appendices, les foils. Ce sera aussi un bateau plus écologique et puis un bateau plus connecté. Pour parler de toutes ces évolutions, deux invités. Pascal Conque, bonjour. Vous êtes architecte naval. Vous dessinez, vous imaginez des bateaux depuis plus de 30 ans. Et Jean-Pierre Dick, bonjour, skipper tout auréolé de sa victoire dans la Transat en double, la Jacques Vabre. Je donne votre temps, 13 jours, 7h36 sur un bateau à foil. Vous avez d'ailleurs créé une société qui fabrique des foils en carbone et en série. On regarde ça tout de suite en images et on en reparle juste après. Beaucoup de marins vous le diront, les foils font maintenant partie intégrante de la performance. Les voiliers de la Coupe de l'América, les kitesurf, les monocoques, tout ce qui va vite sur l'eau utilise ces appendices qui étaient habituellement construits à la main. Alors Absolute Dreamer a eu l'idée de les fabriquer en série. Depuis un an, ils ont adapté une technologie conçue pour l'aéronautique qui consiste, à l'aide d'un robot, à appliquer des couches successives de ruban de carbone pour fabriquer en série un foil ou un safran avec la même exigence qu'une pièce d'avion. On a aujourd'hui décidé d'utiliser ces machines pour fabriquer des pièces haut de gamme dans le nautisme en développant des procédés qui permettent de faire des pièces de série qui vont être répétables mécaniquement et qui vont avoir des atouts puisqu'on va pouvoir prédire leur performance le plus précisément possible. Les premiers appendices sortis de la tête du robot équipent d'ailleurs les catamarans Easy to Fly de la même entreprise et qui ont servi de plateforme d'essai. La société lorientaise a donc décidé de poursuivre son projet et de passer à la phase de production en série et de commercialisation. Le projet, il a d'abord été de montrer que c'était possible, de montrer sur le catamaran foiler Easy to Fly que l'on pouvait, que ces pièces marchaient. C'est-à-dire qu'on volait avec ces pièces, qu'elles tenaient, que les propriétés mécaniques étaient bonnes. Et maintenant qu'on leur a montré que c'était réalisable, le projet, il est d'en construire pour d'autres types de bateaux. Et d'autres types de bateaux voulant également dire des bateaux à moteur, puisque plusieurs projets ont déjà vu le jour. Une activité qui pourrait donc rapidement se développer et à terme être adaptée à d'autres parties de la coque ou du pont. Des foils en carbone et en série, fabriqués par des robots. C'est ça l'avenir, Jean-Pierre Dick ? Oui, pour le bateau de course, clairement, c'est même un avenir qu'on touche du doigt. Aujourd'hui, les monocoques, on les foils, on l'a démontré sur le dernier Vendée Globe. Quatre premiers bateaux étaient des foilers. Vous imaginez, vous, aujourd'hui, naviguer sur un bateau, faire une course sur un bateau sans foil ? Dans les séries où on est, voilà, c'est devenu la norme. Donc non, aujourd'hui, le futur, c'est ça. Ouais. On sait, Pascal Conque, combien on a gagné en rapidité avec des foils ? On ne sait pas vraiment parce que c'est pas très régulier les gains, mais on sait qu'on a gagné peut-être 3-4 nœuds dans les moments les plus faciles. Pas dans tous les domaines, pas à tous les moments, pas selon toutes les allures, mais au final ça fait un gros avantage quand même. Est-ce que c'est réservé à la course aujourd'hui le foil ? Aujourd'hui c'est réservé à la course, ça sera après diffusé sur les bateaux plus sportifs, forcément, et puis un peu sur les bateaux de croisière très rapides. Mais ça ira pas forcément beaucoup plus loin parce que tout le monde ne veut pas naviguer à fond la caisse. En tout cas, le foil est en train de se démocratiser. C'est ce qu'on va voir avec Isabelle Rettig qui est sur un bateau à moteur, sur un Zodiac avec des foils.
Et oui, c'est vrai que les foils aujourd'hui peuvent s'adapter à tout type d'embarcation, du gros bateau de course jusqu'au surf en passant par le paddle. Et ce ne sont pas les salariés de Sierre qui me démentiront. Sierre, c'est une start-up de Lorient qui s'est donné comme objectif de faire voler tous les bateaux. Bonjour Benoît Lequin. En résumé, vous avez voulu surfer sur la mode du foil, c'est ça ? Oui, tout à fait. Sierre existe maintenant depuis 2 ans. Richard Forest et Bertrand Castelnerac, les 2 cofondateurs, ont vu qu'il y avait un engouement du nautisme en général autour du foil et ils ont décidé de monter cette entreprise, à la fois bureau d'études et fabrication prototypage de bateaux à foil et du foil en général. Et l'objectif de Sierre, c'est de devenir un équipementier de la notion vol. Parce qu'autour du foil, il n'y a pas qu'un appendice qui est fabriqué en carbone avec des procédés un peu novateurs, mais il y a également toute la notion de foil, l'asservissement, l'électronique qui va derrière. Oui. Alors, vous avez fait voler un 747. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un avion, mais bien d'un bateau, d'un mini. Et aujourd'hui, vous avez sorti, il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, ce semi-rigide à foil, le Flying Rib. Pourquoi un semi-rigide à foil ? À quoi ça sert ? En fait, l'histoire, elle a commencé avec le 747, effectivement, qu'on a fait voler, un mini de 6,50 pour du large à foil. Et on sait très bien, en connaissant le marché du nautisme, que le marché, il est sur les bateaux à moteur et entre autres les semi-rigides. Et c'est pour ça qu'on a rapidement décidé de faire une étude avec le bureau d'études autour du semi-rigide, mais pour que la personne ou monsieur tout le monde qui veut faire du bateau à moteur ait la même utilisation, utiliser la même remorque de route, donc les foils se rétractent à l'intérieur de la console. On a une baisse de consommation et surtout un très grand confort de navigation parce qu'on ne vole pas très haut, à 15-20 cm au-dessus de l'eau, et ça devient super agréable pour passer dans des petites vagues. Il y a un projet aussi de 40 pieds, ce serait une première ? Oui, donc après ces 2 bateaux, on a lancé pour 2018 un 40 pieds, full volant. Donc là, c'est un bateau, ça sera complètement novateur. Le bateau ne touchera plus l'eau et il sera avec des grands foils pour aller faire du large. On en reparlera. Merci beaucoup. Je précise que vous êtes nominé pour les Nautic Innovation Awards, les récompenses de l'innovation. Un prix qui sera décerné ici au Nautic vendredi. Merci beaucoup, Benoît Lequin. Merci. Les foils se démocratisent. Est-ce qu'on peut en mettre partout des foils, Pascal Conque ? Non, on ne peut pas en mettre partout. Il faut déjà que les bateaux soient dans des rapports poids-puissance assez intéressants. Donc on est déjà sur des bateaux rapides au départ. On est plus rapide sur des bateaux déjà rapides. On ne peut pas en mettre sur des bateaux qui ont des déplacements importants, qui sont dans des poids trop élevés. Et il faut déjà atteindre un certain stade. Comment on fait pour gagner en rapidité, Jean-Pierre Dick, en dehors des foils, aujourd'hui ? Effectivement, ça a été, sur les IMOCA, ça a été une voie révolutionnaire, en ce sens où il y a eu un pas qui a été franchi. Pour gagner plus, c'est compliqué. Faut aller dans... Voilà, on est déjà sur nos bateaux du Vendée Globe. Il va falloir aller gagner un petit peu partout et on va avoir du mal à franchir. Ça va devenir dangereux à un moment donné ? Effectivement, les bateaux, par leur raffinement structurel, se complexifient. On a des bateaux de plus en plus léger et voilà, il y a quelquefois des mers où ça passe pas, comme on dit, et donc ça pourrait éventuellement devenir un peu plus dangereux. Bon, maintenant c'est tout l'art de l'architecture navale de trouver le bon curseur. Ouais. On emploie d'autres matériaux, c'est la forme du bateau. Comment on fait pour avoir un bateau plus rapide ? C'est tout ça, c'est l'optimisation à la fois de la forme des structures, de la géométrie des choses, de leur organisation entre elles, et puis des matériaux. Mais les matériaux, ça fait déjà un moment qu'on est sur le carbone et on va en rester encore un moment, je pense. Il y a plus léger ? On peut encore faire plus léger ? Oui, il y a forcément plus léger, mais on est sur déjà des choses très, très évoluées et on a encore pas mal de choses à organiser autour de ça. Est-ce que d'ailleurs c'est votre objectif à vous de faire toujours plus rapide ? Oui, nous, c'est notre obsession, je dirais. Parce qu'on dit toujours, mais en régate, le bateau qui va vite, ça rend intelligent, ça permet de faire des meilleures options, ça permet de... Donc clairement, c'est ce que le bateau magique, c'est celui qui va plus vite que l'autre. Alors le bateau, il est de plus en plus rapide, il est de plus en plus économique aussi, et de plus en plus écologique. C'est là-dessus en tout cas que planchent les étudiants de l'école d'ingénieurs de Brest. C'est un reportage d'Isabelle Rettig et de Karine Andouche. Ce sont des bâtiments qui ressemblent à ceux de n'importe quelle école française. À l'heure de la pause déjeuner, les étudiants envahissent les couloirs, comme dans n'importe quelle fac. Pourtant, l'ENSTA n'est pas n'importe quelle école.
Elles forment des ingénieurs de haut vol et parmi eux, ceux qui demain auront pour mission d'imaginer des bateaux plus innovants, plus respectueux de l'environnement, plus économes en énergie. So this type of programs will give us the pressure everywhere. Des hommes et des femmes chargés d'inventer les bateaux du futur et d'optimiser ceux qui aujourd'hui sillonnent les mers. The object, all the way. Quand on regarde le progrès qui a été fait dans la circulation automobile et la motorisation automobile, les carburants sont beaucoup plus propres aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Alors que si on regarde dans le monde maritime, on n'a pas fait les mêmes efforts, on va dire. Parce que la réglementation, elle n'est pas nationale, elle n'est pas locale, elle est internationale, donc beaucoup plus difficile. Les navires du futur, ce seront des moteurs moins polluants, beaucoup plus efficaces, des coques plus efficaces. Donc c'est évidemment vers là qu'on s'en va. Okay. Exercice pratique, ce jour-là, les étudiants doivent imaginer pour un bateau donné, en l'occurrence un roulier, un mode de propulsion plus efficace et moins gourmand en énergie. Là, tu as la résistance coque nue, ici tu as les appendices. Alors évidemment, c'est exactement la même courbe avec les échelles qui changent parce que c'est un pourcentage. On a un logiciel qui nous permet de calculer la résistance totale du bateau en fonction de ses formes, de ses caractéristiques géométriques. Ça va nous donner ensuite, nous proposer une gamme d'hélices. Donc tout le travail de conception en fait, d'un bateau, c'est d'accepter des compromis. Notre objectif comme ingénieur maritime, c'est de vraiment faire l'effort de réduire les émissions et de faire un transport maritime plus écologique. Et si les logiciels de construction maritime évoluent au fil des ans et permettent ces progrès, c'est aussi à l'ENSTA qu'on le doit, ou plus précisément au centre de recherche qu'elle abrite. Dans ce laboratoire, par exemple, on teste les comportements des matériaux dans la mer sur une plateforme de fatigue ou dans ce container de choc où l'on peut reproduire l'impact des vagues sur les coques des bateaux. Des données qui seront ensuite très utiles aux professionnels comme Antoine Tourtelier. Cet ancien élève de l'ENSTA travaille chez ShipST à Lorient, un bureau d'études qui conçoit les bateaux de demain, comme le Bernard Palissy, un bateau à passagers électriques, ou le Jules Verne II à Nantes. La caractéristique de ce bateau, c'est qu'il est propulsé par une pile à combustible, à hydrogène. Là, on n'a aucune émission de polluants, donc on maîtrise complètement les émissions du navire. Et donc, c'est une des solutions avec les navires électriques, à batterie, mais c'est une solution, l'hydrogène, qui va s'imposer. À hydrogène, à gaz, à voile, électrique ou solaire, à quoi ressembleront les bateaux de demain? Même si les ingénieurs y travaillent, ils n'ont pas encore toutes les réponses. On trouvera toujours le moyen de faire avancer nos bateaux, ça, il n'y a pas de problème. La question, c'est est-ce qu'on le fera toujours à la même vitesse et avec le même confort, plutôt sans se poser de questions comme on le fait actuellement. Peut-être qu'il faudra s'adapter. Faire des économies, avoir des bateaux de plus en plus écologiques, on travaille beaucoup là-dessus. Vous aussi, j'imagine, Pascal Conque. Oui, on a travaillé pas mal sur l'utilisation de fibres comme la fibre de lin, comme des résines qui soient réutilisables, sur des matériaux qui soient thermoformables aussi. On peut réutiliser les chutes qui servent à la construction, on peut les remixer et les remployer pour faire des bateaux. C'est-à-dire qu'on fait des bateaux qui sont recyclables aujourd'hui ? On va vers là en tout cas, on essaie de s'intéresser beaucoup à ça. Et puis la FIN essaie d'organiser la chaîne de la déconstruction aussi. Donc la FIN, c'est la Fédération des industries nautiques. Bon, tout ça s'organise, mais ça va doucement quand même. Ça va doucement, ouais. Il y a encore beaucoup de marge. Il y a encore de la marge. Ouais. Vous y êtes, j'imagine, sensibilisé, Jean-Pierre Dick, à l'écologie. Bien sûr, nous on arrive. Moi j'ai tout de même fait un tour du monde avec quasiment 100 litres de fuel seulement. C'est rien du tout en termes... Alors c'est vrai, dans la phase de construction du bateau, on utilise des matériaux, du carbone, des choses qui ont un bilan pas exceptionnel, mais après, pendant toute la vie de la course, on n'est pas des gros consommateurs d'énergie et il y a une certaine fierté. Il y a même des bateaux sur le Vendée Globe qui n'ont pas consommé du tout d'énergie fossile. C'est aussi de nouveaux comportements de la part des plaisanciers. Vous le sentez, ça, ou pas ? On sent une attirance. Aujourd'hui, il y a un nouveau matériau qui a apparu depuis quelques années, qui est fiabilisé. Ce sont les hydrogénérateurs. On utilise la vitesse pour produire de l'électricité. Voilà, petit à petit, il y a une véritable prise de conscience. Les gens jettent
plus de choses à la mer. Non, la mer devient plus propre. Les carburants maritimes sont des carburants particulièrement polluants, notamment en soufre. Est-ce qu'on a fait des efforts là-dessus? Est-ce que vous intégrez ça quand vous imaginez un bateau, Pascal Conque? Moi, je suis plutôt dans la voile. Je suis dans la voile justement parce que c'est écologique. Et c'est ça qui m'attire dans ce sport, c'est de découvrir la terre par la mer et à la voile sans dépenser d'énergie fossile. C'est ça que je préfère. Donc sur les bateaux à voile, on a toujours besoin quand même d'un peu d'énergie. Et avec le développement des hydrogénérateurs, comme dit Jean-Pierre, ça a beaucoup progressé. On a aussi beaucoup de systèmes qui permettent de renverser un peu l'hélice du moteur auxiliaire qu'on a sur le bateau pour en faire de l'énergie. Et c'est un des points importants à signaler et à répandre sur la flotte. Il y a plein de choses à faire, oui. Le champ des possibles est encore ouvert. Oui, beaucoup. Le bateau d'aujourd'hui, il est aussi de plus en plus connecté. Témoin, ce bateau qui est présent ici au Salon Nautique, qui a été imaginé par un Angevin. Il fait quasiment tout seul. C'est un reportage de Thierry Bercot et de Boris Vioche. Le voilà, ce bateau connecté, un Allure 45-9 qui a belle allure. À peu près tous les 50 cm, 70 cm, vous allez avoir une batterie de capteurs. Vous avez une caméra sur le côté qui va vous permettre de visualiser la descente de chaîne. C'est un bateau truffé de technologie. 130 capteurs, 6 caméras, des tables numériques, bref, beaucoup d'intelligence artificielle pour faciliter la vie du skipper. Plus besoin de savoir naviguer pour se mettre à la voile, l'ordinateur calcule tout à votre place. Avec une montre connectée, vous allumez votre chambre, réglez la température, choisissez votre cap. L'inventeur a pensé à tout. Alors le cœur du bateau connecté, qui s'appelle EVA, pour Entité de voyage automatisée, se trouve derrière cette porte. Donc voilà, c'est ici que se passe l'ensemble des calculs qui permettent au bateau d'être piloté par une seule personne, voire de se piloter tout seul. Ce bateau de grand voyageur, c'est un prototype qui va nécessiter encore 2 ans de tests en mer avant d'être commercialisé. Il reste à fiabiliser tous ces équipements pour éviter la panne, mais les services rendus peuvent amener de nouveaux clients à la plaisance, ceux qui hésitent à acheter à cause des manœuvres. Tout le monde est très pressé d'aller sur la plage. Et bien là, vous allez simplement dire au bateau de se mettre à l'ancre. Il va se synchroniser avec le CHOM, il va calculer le marnage, l'heure de la journée, etc. Donc il va savoir exactement où se mettre pour ne pas avoir besoin de redéplacer le bateau plus tard. Tout a démarré ici, à Angers, chez Cara Technologies, une start-up dirigée par un ancien élève de l'ESEP, une école d'ingénieurs réputée. En 5 ans, le fondateur a fait passer son idée du rêve à la réalité. Il s'est beaucoup appuyé sur les industriels locaux. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit « Écoute, les premières pièces, c'est pour nous, voilà, tu nous envoies tes plans, on les fabrique et tu pourras monter tes premiers prototypes. » Ça, c'est une vraie chance. En fait, c'est tout le réseau angevin qui s'est mobilisé pour réussir ce projet. Le réseau Entreprendre, l'accélérateur de projets Add-on et bien sûr l'école d'ingénieurs dont il est issu. On l'a accompagné à travers des preuves de concept, on l'a aidé à faire mûrir son projet et aujourd'hui on l'accompagne très fortement à travers notre centre d'innovation qui fait la partie R&D. La R&D, autrement dit la recherche et développement, c'est ce qui a permis de déposer 14 brevets et de prendre de l'avance sur la concurrence. Avec le bateau connecté, c'est un marché prometteur qui s'ouvre car ce système peut s'adapter à tout type de bateau. 130 capteurs reliés à une table tactile, un bateau qui peut quasiment tout faire tout seul. Ça vous fait rêver, ça, Jean-Pierre Dick? Écoutez, pas vraiment en fait. Voilà, le bateau, ça doit rester un plaisir, c'est pas une corvée. Et voilà, le plaisir de naviguer, c'est aussi ça, c'est de toucher les choses de soi-même. Donc un bateau juste automatique, purement, où il n'y aurait pas l'intervention humaine, je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne. Est-ce que c'est l'avenir malgré tout, Pascal Conque, de plus en plus connecté? Oui, je pense que de plus en plus connecté, oui, il faudra y venir. On a plein de choses dans lesquelles ils peuvent nous aider. Par exemple, je ne sais pas, pour réserver des places de port, enfin des choses comme ça qui ne sont pas forcément très passionnantes. Mais c'est vrai qu'au bout du compte, il faudra nous laisser le plaisir de naviguer. Et ça, on ne pourra pas le faire à travers autre que nos capteurs à nous. Les skippers, malgré tout, ils ont été novateurs dans ce domaine. L'informatique embarquée, ça a beaucoup fait évoluer le cours. C'est mon métier de tous les jours, hein, que ça soit clair, mais ça reste une aide. C'est pas... Il y a une notion de... Comment dire
voilà, il ne faut pas se laisser déborder par le tout connecté, tout informatique. La connexion pour vous, ça voilà. sert à quoi? Parce que ça peut, quelque part, ça peut devenir trop sophistiqué, quoi, hein. Mais par contre, tout ce qui est définition de ma route, tout ce qui est analyse de ma performance, tout ce qui est effectivement des petits services pratiques qui vont gagner du temps, là, il y a vraiment un intérêt très fort, quoi, hein. Et un énorme potentiel. Voilà. En quelques mots, le bateau de demain, il va ressembler à quoi, Pascal Comte? Si je vous disais, dessinez-moi le bateau de demain. C'est ce qu'on fait tous les jours, donc on verra le prochain, mais non, on ne sait pas vers où on va. On va vers plus de confort, vers plus de plaisir, vers le bonheur d'être en mer et de profiter de la nature. C'est ça qui compte au final. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été des invités dans cette émission pour parler des évolutions de la rapidité, de l'écologie et des bateaux connectés. On va retrouver Isabelle Rettig. Elle est sur le village nautique, parce qu'on pratique ici tous les sports nautiques. Et elle est plutôt dans une drôle de posture, Isabelle. Hey, ho! Je peux y aller? C'est pas très... Vous êtes sûr, hein? Ça glisse. Allez, c'est parti. Hop là. J'aurais peut-être dû prendre un gilet de sauvetage, hein. J'avoue que je suis pas hyper rassurée. Stéphane me dit que si, mais... Alors, c'est ce kayak gonflable, c'est un kayak, hein. C'est à vous qu'on le doit. Tiki Factory, une petite entreprise d'Ille-et-Vilaine. D'Ille-et-Vilaine, oui. Et vous, le but, c'est vraiment de faire de toutes ces planches, ces kayaks, ces paddles, quelque chose de ludique, dont tout le monde peut se servir, toute la famille. C'est ça l'idée, hein, de démocratiser ces sports. C'est ça l'idée, c'est de rendre ça très accessible, que les gens puissent très très vite démarrer et s'amuser. Et après avoir parfois certains paliers pour progresser, faire des choses plus compliquées. Mais dans un premier temps, c'est de faire des choses et s'amuser simplement. Alors on a vu qu'il y a une grande planche là par exemple, c'est un paddle pour 14 personnes. Oui. Ça doit pas être évident quand même. C'est un paddle pour 14 personnes et donc on peut comme ça emmener plein d'enfants en balade. Quand c'est des écoles de voile, par mer très calme, sans vent, ils savent canaliser comme ça les enfants qui s'amusent beaucoup. Et on a même fait une version qui est sur notre stand où il y a 2 gréements de planche à voile qu'on peut rajouter sur cette grande planche. Vous avez créé aussi un paddle, je crois, à propulsion électrique. Mais alors quel intérêt? On rame plus, on pagaie plus là. Tout à fait. Enfin, c'est pas qu'on n'a plus besoin, c'est que certains ont en première vue pas trop envie de pagayer et pas trop de capacité. Donc ils peuvent suivre la balade de ceux qui sont avec une rame en étant en électrique et c'est que temporaire. Donc l'idée c'est pas de faire que de l'électrique, c'est qu'il puisse marcher aussi bien avec une pagaie qu'avec un moteur. Donc on le met à loisir quand on le souhaite. Alors en tous les cas, ça marche plutôt bien votre start-up puisque je crois que cette année vous avez vendu 500 unités, 500 planches, 500 paddles et kayaks. Merci beaucoup. Alors on va essayer de regagner le bord. C'est pas gagné hein, quand même parce que vous avez vu, il y a beaucoup de monde. Et puis cette embarcation elle est pas très stable. J'aurais peut-être dû prendre mon gilet de sauvetage. Non, ça va. Vous me ramenez à bon port? Je vous ramène, il n'y a pas de souci. Christine, j'essaie de vous rejoindre sans me noyer. Tout de suite. On vous retrouve ici au sec, Isabelle. On arrive au terme de cette émission. Et pour vous dire au revoir à vous tous, on a choisi un bateau mythique, le Pendwick 3, la goélette d'Éric Tabarly. Isabelle, c'est le plus vieux bateau exposé sur ce salon nautique. Et oui, absolument, puisque ce bateau fête ses 50 ans d'existence cette année. Il a été construit en 1967 au chantier La Perrière de Lorient. Un bateau de plus de 17 mètres, tout en aluminium, ce qui était assez peu courant à l'époque. Et avec ce bateau, Éric Tabarly et ses équipiers ont remporté toutes les courses du championnat anglais en 1967, comme la célèbre Fastnet, mais aussi la Sydney-Hobart. Et 50 ans après, Éric Tabarly est le seul marin français à avoir remporté cette course. Si vous voulez découvrir d'autres bateaux, mythiques ou pas, le salon nautique est ouvert jusqu'au 10 décembre. Nous, on vous dit bon vent. Bon vent, Isabelle. Bon vent, Christine. Tout de suite, vos journaux régionaux en Bretagne et en Pays de la Loire. On se quitte sur de très belles images qui vont vous faire rêver de la course au large.